Mesdames, Messieurs, bienvenue à Agora. Une heure de débat citoyen, une heure pendant laquelle on vous donne la parole pour discuter des enjeux d'ici. Aujourd'hui à l'émission, est-ce que ce sont les décisions politiques de droite ou de gauche qui profitent le plus aux citoyens de Québec? Vous savez, ce n'est pas un hasard si les chefs des principaux partis, tant au fédéral qu'au provincial, déploient beaucoup d'efforts pour tenter de conquérir les électeurs d'ici. Contrairement à l'île de Montréal, où à l'est, on vote bleu et à l'ouest, on vote rouge, à Québec, on a le cœur qui balance. Aux élections provinciales de 2007, l'ADQ avait balayé la région, devenant ici l'opposition officielle devant le Parti québécois. Mais aux élections de 2008, les libéraux de Jean Charest remportent 12 des 19 circonscriptions de notre grande région. C'est sans parler de la politique municipale, où le maire Régis Labaume, qui est apprécié par 80 de la population, tient un discours de centre-droit, mais réclame l'intervention de l'État pour des projets d'envergure. Il prône la réduction de la taille de l'administration municipale, tout en exigeant un financement public massif pour le projet du futur amphithéâtre. Nous posons donc la question suivante à nos 4 invités. Est-ce que ce sont les décisions politiques de droite ou de gauche qui sont les plus profitables pour les gens de Québec? Place au débat. Aujourd'hui à l'émission, nous recevons M. Sébastien Bouchard, Mme Josée Morissette, M. Daniel Paquette et M. Alexandre Pouliot-Roberge. Alors, Madame, Messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à venir débattre de courant politique, à savoir la question qu'on vous a lancée. Croyez-vous que ce sont les décisions politiques de gauche ou de droite qui sont les plus profitables aux citoyens de Québec? Parce qu'on veut vraiment axer sur notre grande région de Québec. Je vais vous demander à tour de rôle de nous donner une réponse assez courte, à savoir vraiment pour qu'on comprenne bien vous êtes dans quel camp. Je vais commencer avec vous, M. Bouchard. Vous croyez que ce sont les décisions de gauche qui sont les plus profitables? Comment vous justifiez votre position? Si on regarde, et je me base sur une étude qui a été faite en 2006, qui a été publiée dans la dernière revue de l'actualité, les pays où les conditions de vie sont les meilleures, c'est les pays où il y a le plus de politiques de gauche. On regarde les pays scandinaves, la Suède, la Finlande, c'est les pays où il y a la meilleure espérance de vie, meilleures conditions de santé, meilleure scolarité, où il y a le moins de pauvreté, plus d'égalité entre les hommes et les femmes, il y a moins de criminalité. Mais aussi au niveau économique, on se rend compte que le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, est plus élevée. Il y a plus d'innovation, il y a moins d'inflation. Donc, les pays où les conditions de vie sont les meilleures, c'est les pays où on applique des politiques de gauche. D'accord. Madame Morissette, au contraire, vous croyez que ce sont les politiques de droite qui sont préférables à celles de gauche. Pourquoi? Mais moi, je vais peut-être parler de façon égoïste. Là, moi, je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, je travaille, je paye de l'impôt, de l'impôt, de l'impôt. À un moment donné, je suis un peu tannée je veux être capable de gérer ma vie comme je veux plus de liberté, je veux être capable de me mesurer à d'autres, de travailler fort pour être meilleure que les autres. Je veux que mes enfants aussi soient élevés comme ça. Et je m'aperçois que des fois, le côté plus socialiste, c'est tout le monde est égal, puis on ne va pas performer, puis on veut tout le temps aider les moins. On n'est pas valorisé en tant que travailleur, en tant que personne qui se lève le matin pour travailler, en tant que personne qui veut donner. Je ne laisserai jamais mourir personne sur le trottoir. Je veux aider aussi les enfants qui déjeunent pas le matin, c'est pas ça, mais je veux qu'il m'en reste un petit peu plus dans mes poches. Je veux arrêter de payer pour les autres qui sont trop dans le besoin. D'accord. Monsieur Pouliot-Roberge, vous dites la droite n'amène rien de constructif en soi. Ses bons coups sont circonstanciels. Expliquez-vous. Bien, écoutez, pour moi, la gauche, c'est celle qui va amener les meilleures solutions parce que c'est elle qui est capable de se structurer pour avoir un plan. C'est un plan d'ensemble. La droite amène des choses circonstancielles parce que les entrepreneurs privés ont des visions sectorielles de la situation parce qu'ils agissent en fonction de leur profit, en fonction de leur entreprise, ils sont dans des secteurs particuliers, ils ne sont pas capables d'avoir un plan d'ensemble. 2, il ne faut pas se le cacher. L'entreprise privée, c'est la décision en fonction des intérêts des actionnaires des entreprises. Et dans ces circonstances-là,
on ne donnera pas la décision sur ce qui se passe à l'intérieur des entreprises ou sur la distribution de l'argent qui se fait à l'intérieur des produits qui sont faits avec ces entreprises-là au niveau de l'ensemble de la population. Moi, en mon sens à moi, la gauche, c'est celle qui démocratise l'économie lorsqu'elle est bien appliquée, on s'entend. Monsieur Paquette, vous dites la venue de la droite, c'est nouveau au Québec. Vous trouvez que c'est une bonne chose? En quel sens? On n'a plus les moyens de vivre à gauche. Littéralement. Le gouvernement n'a jamais rien créé comme richesse et on demande au gouvernement de créer des jobs, de s'impliquer, de choisir à notre place, de décider. Il prend notre argent dans nos poches, il fait je sais pas quoi avec, mais à chaque année, il dit ça m'en prend plus. On ne peut plus se permettre ça. Il faut aussi laisser la liberté aux gens d'avoir du fun avec leur argent, la liberté aux entreprises qui disent j'ai décidé d'investir pour faire un certain profit et je vais en faire profiter une classe qui vont être mes employés. Laissez-les donc faire. Puis eux autres vont pouvoir décider après s'ils veulent payer plus cher pour une assurance médicaments ou les payer directement ou décider d'aller dans une clinique privée plutôt que d'aller obligatoirement dans le public. Il y a un député dernièrement qui a dit « j'ai la vie sauve par rapport à une clinique privée », mais je ne savais pas que c'était une clinique privée parce que c'est un député de la gauche. Il faut pouvoir choisir, décider. Arrêtez de décider pour moi, je suis un grand garçon. D'accord. Je pense que vos positions ont été assez claires. Avant d'aller plus loin dans ce débat, retournons en arrière. Voici un peu l'histoire des courants de pensée politique de gauche et de droite et on revient tout de suite après avec nos 4 invités en studio. Le clivage gauche-droite date historiquement de la Révolution française, en 1789. Cette appellation correspond à l'état physique dans lequel les partis prenaient place dans l'hémicycle du Parlement. Les députés, alors partisans du veto royal, se regroupaient à droite du président, tandis que les opposants, les patriotes, se rassemblaient à gauche. Cette idée de la gauche et de la droite s'est étendue d'abord en Europe, en Orient et en Amérique. Le besoin de se positionner par rapport à ses valeurs et principes philosophiques est une normalité pour le commun des mortels. Il en est de même pour les partis politiques. De gauche, de droite, centre-gauche, centre-droite, mais vous, où vous situez-vous sur l'échiquier politique? La gauche est reconnue principalement pour ses valeurs égalitaires, de justice sociale, et elle se positionne en faveur des classes sociales plus modestes. Dans ce cadre de pensée, le rôle de l'État devient primordial, puisqu'il est au service des citoyens qui lui requièrent son appui. À l'inverse, la droite prône un État moins présent, qui permet aux citoyens de jouir d'une plus grande liberté pour le bien-être personnel. Qu'en est-il pour la capitale nationale? L'élection des députés conservateurs en 2006, la vague adéquiste en 2007 et la création du mouvement Réseau Liberté Québec portent à croire que la droite nous colle à la peau. Selon un sondage de Sigma Recherche réalisé récemment, les gens de Québec ne se situent pas plus à droite qu'ailleurs en province. Cependant, il semblerait que les gens de la capitale aient le cœur au centre et le porte-monnaie à droite. Selon vous, est-ce la gauche ou la droite qui répond davantage aux besoins des citoyens? De retour en studio avec nos 4 invités. Lors de votre présentation, M. Paquet a dit l'État n'a jamais créé de richesse. M. Bouchard, je vous ai vu réagir. J'aimerais que vous réagissiez à haute voix. Ben oui, mais c'est... En tout cas, j'ai de la misère à comprendre comment on peut dire ça. Hydro-Québec, est-ce que si ça serait privé, ça créerait de la richesse? Puis là, maintenant que c'est public, mais là, ça ne crée plus de richesse. Je veux dire, les écoles, les hôpitaux, une fois que c'est privé, si je comprends bien ce que vous dites, ça crée de la richesse, mais une fois que c'est public, ah bien là, ça tombe. C'est comme... Et je terminerai sur une dernière chose. Lorsqu'on paye de l'impôt, c'est qu'on se paye des services.
Et et je termine là-dessus, sur la question de la santé, par exemple, aux États-Unis, c'est beaucoup plus privé. Ça coûte 50 plus cher. Ça veut dire que, oui, on pourrait dire, on paye, maintenant 4 000 $ de moins d'impôts cette année, mais ça va nous coûter 6 000 $ de plus en assurance. C'est ça, les résultats du privé aux États-Unis. Donc, on n'a pas plus d'argent, on a moins d'impôts, mais on n'a pas plus d'argent à la fin. C'est ça, les politiques de droite. Est-ce qu'on va attendre 1 an et demi pour un traitement? Est-ce qu'on va aller voir un médecin qui va nous dire « Tu viens me voir pour avoir les résultats de tes examens et tu t'es foulé le poignet. J'ai 5 minutes à t'accorder. Choisis ça pourquoi tu vas être soigné. C'est arrivé à un membre de ma famille. » Absolument, c'est les coupures. Les coupures ont donné ça. Dans le privé, ça arriverait-tu? Dans le privé, si tu as un portefeuille, tu y vas. Sinon, donc, tu y on vas en pas. a pour notre argent. Son même 4 000, on n'a pas ça. Mais moi, je voulais revenir. Sébastien, il dit, est-ce que Hydro-Québec créerait des richesses non seulement pour la population, est-ce que ça servirait à la population, mais est-ce que Hydro-Québec aurait vu le jour si on ne se basait que sur le privé? Est-ce que Hydro-Québec aurait existé? Est-ce qu'une entreprise privée serait débarquée avec un plan, comme le fait le gouvernement du Québec, pour mettre sur pied les barrages de la Grande-Rivière? Moi, j'ai toujours dit, si on aurait voulu faire les barrages de la Grande-Rivière en PPP, on n'en aurait jamais vu la couleur. Et si vous allez n'importe où ailleurs, lorsque les Égyptiens ont eu besoin d'un barrage hydroélectrique, Nasser, c'est pas les Américains qui étaient obligés d'aller voir, ça a été l'Union soviétique, qui est obligé de se baser sur des gouvernements. Alors, partout, ces grands projets-là, le privé, non, c'est risqué, c'est beaucoup d'argent, il ne veut pas investir là-dedans. Alors, toutes les grandes infrastructures, vous allez avoir besoin de l'État. Puis c'est pas pour rien qu'actuellement, d'ailleurs, on demande avec autant d'insistance d'avoir un Colisée à Québec grâce à l'État, parce que c'est à quelle entreprise privée qui va vouloir le construire, ce Colisée? Pourquoi l'entreprise privée ne veut pas y aller? L'entreprise privée ne veut pas y aller parce que c'est des très importants coûts et que le profit rapide ne se fait pas. Et c'est la même chose pour Hydro-Québec. C'est ça, c'est pas Non, rentable. c'est pas rentable. Si c'est pas rentable, on investit mon argent dans un projet qui n'est pas rentable. À très court terme, mais quand on fait un acquis social, en général, c'est pas forcément parce qu'il va rentrer des dividendes financières du jour au lendemain, très rapidement après. C'est pas comme tu construis un restaurant, puis tu as l'impression que dans 5-10 ans, tu vas faire des profits, puis tu vas en vivre personnellement. Quand tu construis collectivement un projet, une grande infrastructure, c'est pour que cette infrastructure-là profite à l'ensemble de la population, puis c'est pour que cette infrastructure-là, elle ait lieu, parce que sinon, si on attend l'entreprise privée, elle va regarder l'endroit où ça y profite le plus personnellement pour faire des profits rapidement, puis elle ne le construira pas. Puis je vous le dis, les barrages d'Hydro-Québec, on n'en aurait jamais vu à couleur si on avait attendu après le privé. J'aimerais, peut-être, vous avez parlé d'amphithéâtre, vous lancez là-dessus, Mme Morissette, parce que le discours de droite est beaucoup la non-intervention de l'État, alors qu'à Québec, justement, on arrive avec ce projet d'amphithéâtre. Et là, tout d'un coup, pour la droite, c'est correct, cet investissement massif en fonds publics. J'aurais aimé mieux que le privé embarque plus à fond là-dedans aussi. Puis moi, je suis contente que les conservateurs disent non, regarde, on n'en donne pas, on donne pas d'argent pour cet amphithéâtre-là. Cogner à la porte et dire qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'en principe, là, il y a eu une entente avec une entreprise, mais les autres sont où? Si c'est pour profiter à la population sans que ce soit un bénéfice financier, il y a des gens qui devraient être intéressés à embarquer dans cette chaloupe-là. Et pour le moment, ce qui nous est présenté, c'est à ça à quoi on s'est habitué. On n'a pas besoin d'y aller, le gouvernement est là. Quelle est votre définition, M. Paquet, de la droite? C'est quoi pour vous une position, un courant de pensée de droite? La liberté de choisir, le moins d'intervention possible du gouvernement dans mes décisions. Que ce soit au niveau de ma famille, au niveau des écoles, au niveau des garderies, au niveau de où je prends mes médicaments et au niveau de ce que je paye. Tu sais, parce que par rapport aux taxes et tout ça, là, j'aimerais... On est rendu avec la parité avec le dollar américain, puis on paye plus cher. Parce que les compagnies ont dit, bien ça va, bien au Québec, ils savent qu'ils vont payer plus cher, on va booster les prix. Et est-ce qu'on abolit les programmes sociaux? Non, pas du tout. Il n'y a jamais personne qui parle de virer à droite complètement et de faire un U-turn. Il y a des choses qui sont bonnes. Il y a des gens qui vont toujours avoir besoin de nous autres. Et il y a 140 000 assistés sociaux qui sont aptes à travailler. Puis on est en période de plein emploi, au moins dans la région de Québec. Envoyons-les travailler et donnons l'argent. Les vieux qui ont 600 $ par mois, puis les assistés sociaux qui en ont 5,72, donnez-leur l'argent dont ils ont besoin, ceux qui en ont vraiment besoin. Mais on gaspille l'argent sur des gens qui restent chez eux. La moyenne de temps sur le bien-être social au Québec est de 12 ans. Qui était supposée être une mesure temporaire, comme l'impôt d'ailleurs. Donc, c'est de revisiter à quelque part la gauche. C'est de remettre en question tout ce qu'on fait, parce que pour le moment,
On est parti avec de bonnes intentions, avec la Révolution tranquille. On est rentré d'un tunnel, on s'est fait une coquille autour, puis là, on roule. Tout craque autour, on roule. Le mur s'en vient, on roule. Pensons-y un peu, remettons et faisons des concessions. Monsieur Pouliot-Roberge. Le problème, c'est pas qu'à quelque part, l'État, on attend justement, vous dites, on attend que l'État intervienne, on attend que l'État vienne agir à notre place. Mais puis d'un autre côté, on dit il faut se débarrasser de l'État ou il faut s'en débarrasser d'une grosse partie. Mais il n'y a jamais personne qui offre à dire pourquoi qu'on ne démocratise pas cet État-là? Pourquoi ces infrastructures-là, comme Hydro-Québec, ainsi, on les démocratise pas? On ne veut pas se débarrasser de l'État. On veut que le système de la santé fonctionne avec moins de fonctionnaires. Écoutez, ça peut être normal, c'est sûr. On veut que la toile d'araignée que la DQ avait sortie, on voudrait que ça se rapetisse un peu. C'est épouvantable. Ça avance même plus. On n'arrête pas de faire des réunions, puis des réunions, puis des réunions. On n'arrive jamais. Bien, là-dessus, je pense qu'on se rejoint. Parce tant que mieux. pour ce qui est de la gauche, les propositions de la gauche, c'est pour nous, ce qu'on veut aussi, c'est moins de bureaucratie. Mais on ne veut pas mettre une bureaucratie privée à côté. On veut une démocratie. Et là, je vais terminer sur la question de la bureaucratie privée. Puis je vais revenir avec la question de la santé, qui est la plus grosse part du budget du gouvernement du Québec. Si on privatise la santé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, premièrement, que plus tu es riche, plus tu vas passer en avant, puis la majorité de la population va attendre en arrière des riches parce qu'on est dans une pénurie d'infirmières et de médecins. Et la deuxième chose que ça veut dire, c'est que ça va coûter plus cher parce que la bureaucratie privée qui existe, c'est les compagnies d'assurance. Au lieu de donner de l'argent aux médecins, puis aux hôpitaux, puis aux infirmières, notre argent va servir aux compagnies d'assurance, aux agences d'assurance, aux spéculateurs. Et cet argent-là, c'est une bureaucratie privée. Et je Alors, pense c'est que pas ça a été rentable pour le Ça citoyen. a été démontré à plusieurs reprises que le privé n'est pas nécessairement plus efficace entre des domaines, entre autres la santé. Je vais vous arrêter 2 instants pour vous présenter un extrait d'entrevue qui a été fait avec Mme Joanne Marcotte. Vous la connaissez peut-être. C'est la cofondatrice du réseau Liberté Québec. C'est un mouvement de droite. On lui a posé la question: quel était, selon elle, le problème de la gauche? Écoutez bien. Je ne suis pas fière de la gauche québécoise et j'en voudrais une autre. J'en voudrais une gauche qui, oui, se préoccupe vraiment des plus démunis puis qui va dire, bien, savez-vous, l'universalité de nos programmes sociaux, peut-être que ça ne rend pas tout à fait de service aux vraies personnes qui sont dans le besoin. Savez-vous, l'équité intergénérationnelle, peut-être qu'on devrait se préoccuper de ça un peu plus. Peut-être qu'on devrait se préoccuper du patrimoine qu'on laisse, écologique, financier, culturel. Mais c'est pas ça que j'entends de notre gauche. J'entends qu'ils défendent toujours des privilèges puis des acquis. Donc, moi, je suis pas fière de notre gauche. À la limite, je vous dirais que la droite québécoise a peut-être plus de compassion que la gauche. Ça surprend, mais c'est quand même ça. Quand tu décides, par exemple, de plus cibler tes programmes sur des gens qui en ont véritablement besoin, au lieu de prôner une soi-disant universalité là, qui est gratuite pour tout le monde, puis qui ne donne pas de résultats, puis qui crée des listes d'attente, puis qui fait décrocher les jeunes, je ne suis pas sûre qu'on est de gauche dans ce temps-là. Monsieur Paquet, vous allez réagir sur toute la question de la santé, le privé en santé versus le public. Il n'y a jamais personne qui a dit on abolit le public et on met la santé. Il y a toujours ce qu'on entend, ce qu'ils prônent, c'est un peu un système mixte d'un côté. Quand vous parliez tout à l'heure de la bureaucratie, 3 ans à embaucher 1000 cadres en santé, c'est 1 par jour. Et on est rendu avec autant de cadres que de gens sur le terrain. Fait que, regarde là, mène-nous-en des infirmières. Il y en a qui ont suivi leur cours, qui attendent puis qui s'en vont en Europe ou dans certains autres pays parce qu'ils n'ont pas d'emploi ici. Fais travailler ces gens-là, mets-les à mon service puis ils seront contents de le faire. Les bureaucrates sont engagés, ils leur disent, ici, il y a une crise. Et le jour où il n'y aura plus de crise, il n'y aura plus de job. Il travaille à quoi, le bureaucrate? Oui, mais regardez, vous dites, Daniel, mets-en des infirmières, puis on va en embaucher. Il n'y a plus personne qui veut faire ce métier-là parce que le côté social, les syndicats ont tellement fait une mauvaise image que les infirmières, c'est pas drôle, puis que là, c'est difficile de faire ce métier-là. Il y a eu des coupures massives. Bien, c'est ça. Il y a eu des coupures massives. Ils n'ont rien fait de constructif, ils n'ont rien fait. Moi, j'ai une petite fille de 14 ans, je pense pas tout être infirmière, parce que c'est juste des affaires négatives. Pourtant, il y a un métier au plus valorisant que ça. Oui, je pense que leur travail, leurs conditions de travail sont difficiles. C'est là qu'on dit des fois que le côté la gauche, des fois, ça fait plus retarder les choses parce qu'on se plaint. On fait juste se plaindre. On fait juste revendiquer des affaires. On va pas c'est qui se bat pour améliorer les conditions des infirmières? C'est le syndicat des infirmières. C'est les premiers à faire. Ils font ça, mais ils parlent un peu des deux côtés. Attendez un petit peu, M. Paquet. Juste terminer en disant, sur les questions des infirmières, par exemple,
C'est le syndicat des infirmières qui est à l'avant-garde, bien sûr, de la lutte pour améliorer leurs conditions. Mais pourquoi que les conditions sont dégradées? Elles sont dégradées parce que, année après année, depuis 30 ans, on baisse les impôts des riches, on baisse les impôts des compagnies et, parallèlement à ça, on détruit les services publics de santé et d'éducation, puis on refile la facture à la classe moyenne. Je pense qu'il ne faut pas oublier non plus. Il ne faut pas l'oublier, puis fait c'est ça, ça, les exactement. 15 à payer de l'impôt. Exactement, parce que les riches et les entreprises en payent de moins en moins. Et là, on est d'accord. Puis moi, On fait ça, puis en plus, on négocie même pas le prix de nos médicaments avec les compagnies pharmaceutiques, on les achète. Je veux dire, même les entreprises privées, ils servent de leur pouvoir d'achat. Le plus gros pouvoir d'achat que tu peux pas avoir pour acheter des médicaments, c'est l'État. Il en achète en quantité industrielle. Il y a des médicaments génériques qu'on pourrait produire nous-mêmes qui coûteraient des peanuts, mais à la place, on les achète en batch aux pharmaceutiques. Alors, moi, à mon sens, qu'on débureaucratise l'État, oui, qu'on utilise notre pouvoir d'achat pour négocier, oui, on va réduire les frais du système de santé aux endroits où ils doivent l'être, on va envoyer l'argent ailleurs dans le système, mais c'est pas le privé qui va nous amener ça. Non. Le problème actuellement dans le système de santé, c'est pas l'absence de privé, c'est qu'on est obligé de dealer avec des compagnies privées, puis qu'on n'a pas le courage de leur tenir tête puis de réclamer ce qu'on a à réclamer. Je pense qu'il ne faut pas oublier que les agences, entre autres les agences qui gèrent les infirmières dans le privé, font en sorte que ces infirmières-là nous coûtent plus cher. Ça, il ne faut pas l'oublier. M. Paquet. Ce qu'on a oublié de nous dire, j'ai écrit personnellement la fameuse lettre, le camionneur et l'infirmière. OK? J'ai vécu et je connais leurs difficultés. Sauf qu'il y a une chose qu'ils ont oublié de nous dire. Oui, les infirmières, ils sont dans une situation où tu vas faire du surtemps à la dernière minute, tu ne seras pas chez vous, tu vas faire des 16 heures puis tout. Parce qu'ils ont pris, à partir d'une certaine catégorie d'âge, des infirmières qui avaient une ancienneté, on ne parle pas de compétences d'ancienneté, puis on dit, toi, là, 8 à 5, t'es correct, on t'en parle plus. Et c'est tous celles qui rentrent qui vivent ça, et c'est elles qu'on entend. Mais s'il y avait cette équité-là entre les générations, où ce qu'ils disaient, OK, ça fait 30 ans que tu es ici, mais il faut que tu mettes ta main à la pâte aussi, bien là, il n'y aurait peut-être pas ces choses-là. Mais ils ont oublié de nous le dire, le syndicat, ça, dans leur revendication. M. Paquet, je vous remercie. Et le débat est déjà bien lancé, mais je vous arrête encore une fois pour vous présenter un reportage. Vous savez, il y a quelques jours, l'Assemblée nationale a fêté 125 ans à cette maison du peuple qui a vu défiler dans ses murs des hommes, des femmes politiques de gauche et de droite. Il y a le journaliste, le correspondant parlementaire Réal Séguin qui est au Globe and Mail. Il couvre la politique provinciale depuis plus de 25 ans. On a voulu savoir comment il voit l'évolution de la joute politique à l'Assemblée nationale. Regardez bien. On n'est pas là pour prendre position, on est là pour informer la population, c'est ce qu'on veut faire. Mais c'est toujours passionnant de voir à quel point chaque parti, chaque leader est en mesure de mettre de l'avant une stratégie pour aboutir à ce qu'il veut faire. Salut! C'est ça mon bureau. Il est en envers. Je vois encore les débats entre M. Bourassa et M. Parizeau à l'Assemblée nationale. Il y avait un énorme respect pour l'institution, énorme respect pour les idées qui étaient véhiculées, même si on n'était pas d'accord. Les débats étaient très, très durs, des fois, au niveau des idées, mais on respectait l'institution, on respectait le rôle que chacun jouait dans cette institution-là. Je veux remercier le chef de l'opposition qui m'a posé une question avec la classe qui le caractérise si bien. Je dirais que c'est peut-être les deux politiques qui m'ont le plus marqué, qui m'ont le plus impressionné dans la façon de défendre leurs idées. Nous autres, on est à la remorque des événements. Donc, il y a des journées, par exemple, qui sont complètement inattendues, des événements inattendus. Par exemple, la démission du président de l'Assemblée nationale. Il n'y a personne qui a vu venir ça. Et tout d'un coup, ça a des conséquences pour la suite des choses, pour le déroulement des débats à l'Assemblée nationale. J'adore la politique. C'est pas tout le monde qui aime couvrir la politique, mais surtout la politique québécoise. Pourquoi? Mais en raison de la question nationale. Aujourd'hui, le débat sur la souveraineté est complètement évacué, ou presque. Ce qu'on a vu depuis une dizaine d'années, c'est ce débat sur la droite, où tout est à droite maintenant, alors qu'on dit on veut se débarrasser de tout ce qui est de gauche à l'intérieur du Québec. Québec est trop à gauche. Mais c'est quoi être trop à gauche? Le mandat de la commission est de tenir des auditions publiques dans le cadre... On dit que tout ce qui est progressiste, tout ce qui est de gauche, c'est ce qui domine la couverture, ou il a dominé la couverture des médias, alors que c'est complètement faux. Je pense que c'est un virage à droite.
au niveau de l'information, qui fait en sorte que ça influence le choix éditorial, ça influence la façon qu'on veut traiter la nouvelle. Et moi, je le sens dans mon journal, je le vois dans les médias québécois, ça n'a plus de bon sens, ce virage à droite-là, de telle sorte que tout ce qui est plus progressiste est dénigré et c'est le silence total. En chambre, c'est surtout des insultes qu'on se lance d'un bord de la chambre comme de l'autre. Ça existait à l'époque aussi, mais entre les chefs même, on voit, ils se détestent, il faut le dire carrément. Le premier ministre peut toujours blâmer les autres. C'est sa cassette habituelle. Il est incapable d'assumer ses responsabilités. Quand on leur pose la question aujourd'hui, ils ont l'air d'un chevreuil sur l'autoroute 20 avec les fortes dans les yeux, Monsieur le Président. Est-ce que oui ou non, c'est leur priorité? Ça se voit dans le débat, dans la façon d'aborder les questions et la façon d'aborder les réponses, les deux côtés de la Chambre. On voit qu'il y a vraiment un manque de respect un par rapport à l'autre. Et je pense que la population devient très cynique par rapport à tout ça, et ça affecte leur façon de suivre le débat politique et leur façon de l'interpréter également. J'espère juste que la politique va prendre la vraie place. Et la politique, il ne faut pas que ça devienne aussi du média-spectacle. C'est quelque chose qui touche la vie de tout le monde. Donc, de retour en studio avec nos 4 invités, il y a quelque chose qui m'a étonné, qui m'a surpris de la part du journaliste, du correspondant parlementaire du Globe and Mail, Réal Séguin, c'est qu'il dit, lui, son impression, c'est que les médias sont plus vers la droite. J'aimerais avoir votre impression sur la couverture médiatique de la politique provinciale. M. Bouchard, est-ce que vous vous en venez au même constat? Absolument. C'est assez évident qu'il y a un virage à droite dans les médias. Parce qu'on entend souvent dire que les médias, que les journalistes sont de gauche nécessairement. Les grands médias sont de propriété privée et donc défendent ces intérêts-là. On se rend compte que les politiques de coupure, de privatisation sont soutenues par les médias. On se rend compte qu'il y a une émergence de la radio de droite radicale un peu partout. Il y a une montée donc de la droite, des chroniqueurs de droite. C'est l'Institut économique de Montréal qui prend la place partout. Le réseau Liberté sont 300. On en parle pendant 2 semaines. Bon, pareil, il y a un forum. Près de 500. Excusez-moi, ils sont 500. On en parle pendant 2 semaines. Mais c'est qu'ils sont nouveaux puis qui amènent un nouveau discours. Puis ça rend la politique intéressante. Mais la droite a un discours vieux de 200 ans. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quand je vous entends parler de droite radicale, là, on parle plus d'une droite économique puis peut-être une droite sociale, mais on parle plus de la droite radicale. Là, c'est la couverture médiatique, Mme Morissette, comment vous l'évaluez? Moi, je vois dans le Devoir que c'est de gauche. La presse, c'est souvent, on se demande. Le Soleil, c'est plus de gauche. Le Journal de Québec, puis le Journal de Montréal, oui, c'est de droite. Fait que là, je pense que c'est assez équilibré. Des radios, les radios privées, bien, on voit que ça s'adresse aux femmes, c'est plus de la radio de gauche. Moi, je dis, quand ça s'adresse à des gars, Ah oui, vous le voyez comme ça, que c'est polarisé. C'est ça. Puis là, on est à Québec, puis on est à Québec, puis c'est sûr que les 2 grosses stations de radio qui, le FM 93, soit Radio X, c'est 2 radios qui sont de droite, qu'on s'en va. Mais écoutez, Radio-Canada, c'est très, très de gauche. Là. Ils vont être les premiers à défendre les syndicats, à avoir juste... C'est vraiment... C'est qu'ils montent un côté alternatif, là, parce que ça n'a plus de sens. Écoutez, regardez, à chaque fois qu'il y a un dépassement de coûts publics, c'est normal qu'on en parle, il faut en parler, il faut le dire, parce que c'est de l'argent collectif, puis il faut en parler, puis il faut en débattre. C'est des affaires publiques. Mais l'évasion fiscale qui est rendue une endémie, là, on point de vue fiscal, actuellement, il y a une hémorragie fiscale. Mais qui parle de ça? Justement, personne n'en parle. Parce que, au point de vue, une hémorragie fiscale, ça profite à qui? Ça profite aux banques, ça profite aux transnationales milliardaires. Puis je veux dire, une affaire, les dépassements de coûts au niveau étatique, à côté de l'évasion fiscale par année, c'est des bébines. Mais on a décidé qu'on préférait miser sur les dépassements de coûts que sur l'évasion fiscale qui nous coûte notre système de santé actuellement. C'est ça qui nous coûte nos programmes sociaux. Les dossiers Québec dans le rouge, que le Journal de Montréal, c'est-tu bon, ça? Bien, moi, je trouve que ça fait avancer les affaires, ça montre les 2 côtés, ça permet... Ça vous choque, vous aussi? Non, mais... Quand vous lisez ça dans le journal le matin? Il y a 2 choses, puis je suis d'accord avec vous, puis je l'ai dit, on est contre la bureaucratie, puis on est contre le gaspillage. Une fois qu'on a dit ça,
Québec dans le rouge, c'est le ministère de la Santé, ils ont un toaster dans leur bureau, c'est un scandale. Puis à côté, les paradis fiscaux, c'est 35 milliards qu'on perd par année. Mais là, ah non, 35 milliards, c'est bien trop gros, on va pas en parler. Mais on va parler du 10 000 ou du 20 000 un à côté de l'autre, alors que les banques, les pétrolières, les pharmaceutiques partent avec des milliards. Mais ça, jamais j'entends ça, moi, à Choix FM. Pourquoi? Vous n'entendez pas à Choix, mais je crois que c'est sain. Mais pourquoi? Quand M. Séguin dit ça fait 10 ans, là, j'ai chaud. Depuis quelques années, la droite a trouvé, je pense que les médias sociaux, ils sont beaucoup pour ça, parce que tu envoyais ta lettre au courrier des lecteurs, elle passait pas, là, tu peux t'exprimer, et ces gens-là ont une parole. On a enlevé la polarisation sur la souveraineté, qui est quelque chose qui règle... En tout cas, on a fait le tour pas mal de la question. Et là, on commence à parler de gauche et de droite. Et il y a des médias qui prennent position. On lit Le Devoir, on lit le Journal de Québec. C'est pas la même position. Mais tu as les deux, tu peux en discuter. Tu peux arriver à en débattre et peut-être arriver à une solution qui ne sera pas complètement à droite, il n'y a rien de radical, ni complètement à gauche, mais qui va faire que, coudonc, ça se peut qu'il y ait... Avant, on n'en parlait pas. Mais c'est pas la droite qui domine dans les médias, jamais. Puis pourquoi on parle pas d'évasion fiscale puis des affaires compliquées dont vous parlez? Moi, je trouve ça compliqué. C'est qu'on veut intéresser... Non, mais je comprends, mais c'est bien plus... On donne une image bien plus claire aux gens qui écoutent, aux gens qui lisent, aux gens qui regardent la télévision quand on dit qu'ils ont dépensé 15 000 $ pour faire une séance de rire aux fonctionnaires pour qu'ils se dilatent la rate puis qu'ils aient mieux travailler le lendemain. Mais ça nous choque en tant que père de famille, en tant que mère de famille. Mais si tu me parles qu'un tel est parti mettre de l'argent dans un compte en Suisse, ça vient pas me toucher. Justement. Est-ce que c'est pas la force de la droite de réussir à bien passer leur message pour aller chercher des électeurs? C'est faire des scandales avec des électeurs. Au moins des gens qui s'intéressent à la chose politique. On avait un désintéressement qui était flagrant. Il y a moins de gens qui avaient voté aux dernières élections au Québec qu'il y en a qui avaient voté en Irak, avec des menaces qu'on connaît en pourcentage. Il faut les réintéresser. Puis si pour les intéresser, il faut ouvrir une porte à droite, faisons-le. J'ai parlé de plan d'ensemble, mais c'est justement quand je disais que la droite et les entreprises privées ont une vision sectorielle des choses, c'est qu'on va faire... Ils montent leur politique. On l'a vu avec les conservateurs, on l'a vu avec la droite. On monte des politiques, on fait des décisions politiques sur des faits divers, on fait des coups de tête sur des faits divers, sur des trucs sectoriels, mais on les voit partout. Tu les as nommés au niveau de Québec dans le rouge. Mais moi, ce que je te parle, c'est quand tu fais un plan d'ensemble, tu vas parler des 35 milliards, tu vas parler des réductions d'impôts des banques. C'est 35 milliards de dollars, c'est de l'argent. C'est de l'argent qui va dans des paradis fiscaux. La gauche fait pareil. Les gens contournent, les entreprises privées milliardaires contournent le système d'impôts pour envoyer ça dans des paradis fiscaux. Ils jouent avec les règles pour être sûr de ne pas payer d'impôts. Et tout cet argent-là, c'est de l'argent qui ne va pas dans nos programmes sociaux, qui devrait y aller. Faites un article de fond là-dessus, personne ne va le lire. On parle des médias, là. On parle, puis c'est juste ça. Comprenez-vous, c'est quoi notre point? On parle des médias, là. Comment les médias peuvent être plus de droite. Parce que c'est plus simple que... Puis on a des exemples concrets, puis on va... C'est comme... Donc, c'est plus simple, mais ça ne vous donne pas raison. Non, ça ne nous donne pas raison. Puis c'est ça le problème. Mais non, ça ne nous donne pas raison, mais ça ouvre un débat. Puis on ne s'intéresse pas justement, on ne parle pas juste aux intellectuels de gauche qui se complaisent puis qui ont un discours. On va parler à tout le monde. Le but, justement, je peux toujours avoir raison. Je suis d'accord avec vous sur deux choses. Premièrement, il faut avoir un débat. Puis là, vous l'avez dit, ça, c'est simple. Une fois qu'on a dit ça, il faut constater c'est quoi les intérêts qui sont en arrière. Et les intérêts qui sont défendus par la droite, puis par le discours de la droite, c'est les intérêts des grandes entreprises, des plus riches, et la classe moyenne est perdante. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est qu'il y a une étude qui a été faite au Canada sur les coûts des programmes sociaux. Et le chiffre au Canada, c'est 88 000 comme revenu. C'est-à-dire ceux qui gagnent en bas de 88 000 par année, ils reçoivent plus en services publics qu'ils payent en impôts. Mais si tu gagnes plus que 88 000, tu payes plus en impôts que tu reçois en services publics. Mais ce que ça veut dire, c'est que la majorité de la population bénéficie des programmes sociaux. C'est sûr que les plus riches et les grandes entreprises, eux, ils ne seront pas pour ces politiques-là. Et c'est là qu'est le débat. Mais nous, à gauche, je pense qu'il faut défendre ces politiques-là pour la majorité de la classe moyenne, des travailleurs, des travailleuses, des étudiants et des étudiantes, les aînés. Et c'est là qu'est le débat. Je veux en parler de la classe moyenne parce que c'était intéressant dans la pré-entrevue. Madame Morissette, vous avez dit,
j'ai un discours de droite. Pour moi, la classe moyenne, elle est négligée. Il faut remettre l'accent sur la classe moyenne. Monsieur Bouchard, vous dites, c'est en raison de la gauche qu'on a une classe moyenne. Alors, on fait quoi? Elle n'a pas de voix, la classe moyenne. T'sais, moi, je travaille, moi, je fais partie de la classe moyenne, là. Mais je paye des impôts, j'en paye pas mal. Mais mes enfants, ben il faut que je les envoie à l'école privée parce que j'ai. Pourquoi il faut que vous les envoyiez à l'école privée? Parce qu'il y a un moment donné, ben, mon fils était. On va parler personnellement. J'avais un fils, ça ne cadrait pas dans l'école publique. Il prenait une école où il faisait du sport, une école où il était encadré, puis je trouvais pas ça. Bon, ben, j'ai dit, bon, ben, je vais l'envoyer. J'ai les moyens. Il y en a plein dans le prix de. En tout cas, c'est pas personnel, là. Je ne sais pas. C'est une décision sur moi. Vous avez choisi d'aller dans le bon, mais j'aimerais ça qu'on baisse mes impôts pour que je puisse être capable de l'envoyer. Que je fasse le choix. Tu sais, je veux que mon gars soit un bon citoyen, je veux qu'il ait la meilleure éducation possible, je veux être capable d'avoir le choix. On a coûté un système d'éducation immensément. C'est des programmes qui auraient pu se trouver. Puis regardez, ils continuent. Aux États-Unis, ils ont décidé de couper un moment donné dans le système d'éducation. À Détroit, ils ont fusionné des classes, ils sont rendus avec 60 élèves. Comment voulez-vous qu'ils leur fassent faire du sport? Comment voulez-vous qu'ils leur donnent? C'est un bel exemple. Pas Détroit au Québec. Parlons du décrochage qu'on a ici. C'est un aveu d'échec. C'est ça que ça donne. Tu accumules les élèves, les professeurs ne sont pas capables de s'en occuper. Quand les syndicats deviennent trop, ils en veulent, puis ils défendent plutôt les intérêts de leurs syndiqués qui leur donnent des cotisations syndicales, bien, ça fait retarder un peu. On pense plus au bien-être de l'enfant, puis c'est ça qu'on est rendu dans une société. Puis en tant qu'utilisateur payeur, quand moi, j'envoie mon enfant à l'école privée, si ça ne marche pas, je vais le voir, le directeur. Hey, je te donne tant d'argent par année, là. Moi, là, je veux que vous vous occupiez de mon fils comme ça, mais je ne peux plus faire ça à l'école privée. Je vais y aller. Subventionné, l'école privée. Tant mieux, je peux en profiter un peu. C'est ça, allons-y sur la question du système d'éducation. Allez-y, M. Bouchard. Sur la question du système d'éducation, c'est un débat très intéressant. Première des choses, il y a eu, après les baisses d'impôts qui ont profité aux plus riches et aux compagnies, il y a eu des coupures. Puis là, les coupures ont abaissé le système d'éducation qu'on avait au Québec. Entre autres, pour toute la question de l'intégration des élèves en difficulté, on les intégrait en classe régulière, mais on a fait des coupures. Parallèlement à ça, il y a de plus en plus de monde qui vont au privé, et là, ça enlève des ressources au public. Alors, plus ça va, plus que la majorité de la population va dans les écoles publiques qui se dégradent avec les coupures puis avec la fuite vers le privé. Puis, il y a une minorité plus riche qui va au privé. Nous, c'est pas ça. Mais à gauche, c'est un peu différent de ce qu'on entend souvent. On a des sondages au début de l'année qui disent l'augmentation des gens qui vont au privé. C'est ça, exactement, c'est ça que je dis. Il y a de plus en plus, non, c'est ça, il y a de plus en plus de monde qui vont au privé. Le privé est financé à près de 60 par l'État québécois. Par l'État québécois, alors qu'en Ontario, c'est 1 Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on subventionne au Québec la minorité plus riche qui envoie leur monde, et je sais qu'il y a du monde de la classe moyenne là-dedans, mais la minorité plus riche qui va au privé, alors que la majorité de la population en va dans des écoles où les conditions se dégradent. Et là, c'est ça les politiques de droite. C'est ça les politiques de droite. Dans ce cas-là, on prend l'argent dans mes poches et on me donne le choix. Et ce serait bien que ce soit comme ça un peu plus loin. Et expliquer pourquoi le taux de décrochage, probablement un des plus élevés au monde, on l'a dans le public si ça va si bien. Le taux de décrochage n'est pas un des plus élevés au monde. Il est quand même élevé au Québec. Il est élevé, absolument. Chez les petits gars, en plus, très ciblés par sexe. Alors, allons-y sur les statistiques. Non, mais on peut y aller. Le système d'éducation québécois, dans les statistiques internationales, c'est PISA, la référence, c'est un des plus élevés au monde. Okay? C'est un des meilleurs au monde. Il y a un taux de décrochage qui est en dégradation. Qui est inacceptable. Absolument, il est inacceptable depuis les coupures du déficit zéro. Les coupures du déficit zéro se sont mis à dégrader, particulièrement les services pour les élèves en difficulté. Ouais. Et là, ces coupures-là, on avait un choix. Ou bien c'est qui est au pouvoir? C'est le PQ. C'est le PQ, c'est Lucien Bouchard. C'est Lucien Bouchard, c'est Pauline Marois. C'est eux qui ont fait ces coupures-là. L'idée qu'on commence à entendre de commencer peut-être un ordre professionnel pour les professeurs, qu'ils aient des comptes à rendre et qu'on les juge selon leurs compétences. Une bureaucratie de plus, un ordre professionnel. J'aimerais ça avoir un prof qu'on me dirait il a gagné le bulletin, il a gagné la médaille, il y a une petite étoile dans son cahier, c'est le plus compétent de la ville. Nous, on est contre rajouter de la bureaucratie. On y rajoute par le bas. Il y a des professeurs qui ne sont pas à leur place, comme il y a des infirmières qui ne sont pas à leur place, comme il y a des chauffeurs de taxi qui ne sont pas à leur place, malheureusement. Oui, dans le privé comme dans le public, il y en a. Si à la place de subventionner les écoles, si on ne subventionnait pas les écoles privées, puis qu'on envoyait cet argent-là à l'intérieur du public, vous n'auriez pas besoin d'envoyer votre enfant dans une école privée puis qu'il y ait une école de qualité. C'est ça la situation. Je vous arrête quelques instants parce que l'équipe d'Agora aime vous lire. Nous avons une page Facebook. Voici comment nous joindre. Vous voulez nous joindre? Écrivez-nous à agora@voxtv.ca.
par téléphone. Composez le 88 522 8289. Nous sommes également sur Facebook. Adhérez à la page Facebook Agora pour suivre les différents dossiers de l'émission.